Voilà, je propose qu'on commence la discussion globale. Vous pouvez réagir les uns aux autres à vos exposés. Il y a des questions déjà. Lionel, puis ensuite, je ne sais plus qui était en premier. Vas-y. La décision, déjà par le passé, on avait des décisions qui étaient déléguées aux machines. Et on utilisait pour ça des scoring et des choses comme ça qui n'utilisaient pas du tout la notion de big data, mais qui avaient des théories subliminales en dessous. Maintenant, le fait de rendre cette décision transparente, enfin inconnaissable, puisque les éléments qui servent à la décision par la machine ne sont plus connus du tout, est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est-à-dire, c'est quand même la machine qui décide, dans les deux cas. Alors, je sais pas, j'étais un peu vite, hein. Je ne crois pas que j'ai dit que la machine décidait. Elle décide dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Disons qu'il y a une force normative très différente suivant les cas. On a des systèmes qui se substituent à la décision humaine dans un certain nombre de cas, et des systèmes qui ne font que recommander, et encore d'autres systèmes qui ne font qu'informer. Je pense qu'il faut distinguer entre ces différents cas. Et là, en fait, la question n'est pas tant, pour moi en tout cas, hein, le caractère opaque. Voilà, parce que finalement, la décision humaine est elle aussi opaque. Les motifs pour lesquels on va dans tel sens ou tel sens, souvent c'est par une réappropriation a posteriori de la motivation dont on n'a pas décidé d'avoir, qu'en fait on l'a dit rationnelle, la décision qu'on a prise. Donc c'est la même chose. Ça, je trouve que là, il n'y a pas vraiment de différence. Nous sommes, nous aussi, travaillés par l'inconscient, par des tas de choses qui font que nos décisions sont elles aussi opaques. Par contre, ce qui, moi, m'importe quand on parle de cette délégation aux machines, c'est que... même quand on va dire que c'est un système de recommandation et que la personne, par exemple le douanier, va encore avoir le choix d'arrêter ou non la personne qui est désignée comme suspecte par son ordinateur, eh bien, dans la mesure, ça dépend du contexte de travail dans lequel cette personne est, les pressions, etc. Mais en général, il va risquer de se conformer à la recommandation de la machine, parce que sinon, s'il s'en écarte, c'est lui qui prend personnellement la responsabilité d'un éventuel échec ou dommage créé par sa décision. Et donc, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que la force normative d'un système de recommandation automatique dépend de tout un contexte social, bureaucratique, économique, culturel, qui n'est, lui, pas du tout automatisable, pas automatisé, etc. Le problème, c'est la responsabilité, pas la décision. Oui, je pense aussi, exactement. C'est pour ça que je pense la question, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui travaillent sur l'auditing des algorithmes, etc., pour être sûr qu'ils font bien ce qu'ils disent qu'ils font, ces algorithmes, ce qu'on dit qu'ils font, et sont-ils bien objectifs, n'ont-ils pas de biais, ne recréent-ils pas des discriminations, etc. En fait, pour moi, la solution, c'est même pas la transparence du fonctionnement de l'algorithme, parce que, quelle que soit l'objectivité, finalement, l'enjeu, c'est pas tellement l'objectivité, l'enjeu, c'est assumer la décision. Et c'est ça le risque aussi. Le risque, c'est que la réaction, par exemple, la réaction juridique notamment, face à cette prise cette place nouvelle des algorithmes, c'est de dire il faut qu'il soit le plus objectif possible, encore plus objectif, alors que la justice n'a absolument rien à voir avec l'objectivité. Et parfois, une justice objective, ce serait la pire des injustices. Parfois. Parce que faites-vous de la clémence du juge? Un système autistiquement objectif, comme le serait une machine algorithmique, ce serait peut-être la pire des choses. Se comporter en tout cas de la même façon pour tout le monde, ça c'est une forme de justice. Mais en fait, non. Alors, je peux rentrer un peu dans le détail. En fait, non, parce que là, on peut rentrer dans les biais des algorithmes, par exemple. Ça ne se comporterait pas de la même façon pour tous les autres. Parce qu'en fait, cette numérisation du monde, c'est une forme de naturalisation aussi des inégalités socio-économiques. Par exemple, vous imaginez un algorithme de recommandation utilisé par un employeur. Voilà. Et l'algorithme lui dit, les individus qui vivent dans cette région
dans cette région, ou plutôt dans cette partie de la ville, disons, eh bien, en général, ils travaillent moins bien, ils sont moins productifs. Ça a été les big data, entre guillemets, émanent de tous les employeurs de la ville. Imaginez, hein, c'est une situation complètement inventée. Hein. Donc, on peut dire cet objectif, voilà. Hein, il ne s'agit pas spécialement de noirs, il ne s'agit pas spécialement de femmes, il ne s'agit pas de juifs, donc c'est neutre. Hein. Mais simplement, quantitativement, voilà, on a montré ça. Alors, systématiquement, ces gens, quand ils se présentent pour obtenir un boulot, la grille va dire non, désolé, votre CV est très bien, etc., mais vous vivez là, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se fait que, comme on est dans un système purement inductif qui ignore tout des causes, il se fait que ce quartier-là est moins bien isolé. Par exemple, la sonorisation des bâtiments est moins bonne. C'est des vieux bâtiments, années 60, années 40, je ne sais pas très bien. Bref, les gens dorment mal là. Vous voyez? Donc, ils sont moins productifs. Mais cette cause, elle est complètement ignorée. Ce qui permet aussi de ne pas avoir à remédier à la cause. C'est pour ça qu'on fait pas, c'est pas de la prévention, c'est de la préemption. Et enfin, voilà, en fait, je ne parviens qu'à vous donner des exemples sans encore arriver à théoriser cette affaire-là. Mais il me semble qu'il y a une naturalisation ou une dépolitisation, si vous voulez, de toutes les formes d'inégalité socio-économique. Un autre exemple aussi dans le domaine de l'emploi. Imaginez que vous prenez toutes les bases de données dans une ville de tous les employeurs et qui indiquent les gens qu'ils ont virés, qui sont restés plus ou moins longtemps. Bon, voilà, et puis on remarque que c'est quasiment le même exemple. Hein. On remarque que tous les individus qui sont restés le moins longtemps habitent une telle partie de la ville. Comme par hasard, eh bien, c'est une majorité ethnique plutôt maghrébine qui habite dans cette partie de la ville. En fait, tout simplement, le dispositif a enregistré les biais et préjugés des employeurs qui préfèrent engager des gens blancs comme eux, etc. Vous voyez? Mais ça, c'est neutralisé. C'est caché dans la masse des données et on ne peut plus le retracer, à moins de garder la source des données et de pouvoir enquêter. Mais alors, vous avez d'énormes problèmes en matière de protection de la vie privée. Vous voyez? Donc, on est obligé d'anonymiser et rien que cet anonymat crée des problèmes. Ou encore un autre exemple, l'open data. Et ça, c'est en matière de santé. Pour pouvoir faire de l'open data, on est obligé d'anonymiser. Une manière d'anonymiser, c'est ce que les informaticiens appellent, ou les data scientists, je ne sais pas très bien comment les appeler, appellent des agrégations massives. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une caractéristique qui serait trop facilement réattribuable aux individus, à travers laquelle vous pourriez trop facilement retrouver les individus, c'est le problème de la réidentification de données anonymes, eh bien, vous ne prenez pas en compte ces données. C'est open data, mais celles-là, elles ne sont pas prises en compte. On ne les met pas dans l'open data. Un exemple, vous avez dans un village français une communauté de gens atteints d'une maladie rare et qui ont décidé de vivre ensemble là. Vous voyez ? Ceux-là, on ne va pas les prendre en compte dans l'open data. Mais quand on fera des politiques publiques fondées sur l'analyse de ces open data, par exemple, eh bien, l'intérêt de ces gens-là ne sera jamais pris en compte. Vous voyez ? Donc, on ne traite pas tout le monde de la même façon. Je connais une banque. Quand vous vous connectez à son site, elle vous dira si vous pouvez avoir un prêt ou pas. Et à l'intérieur, il y a un algorithme qui détermine si vous pouvez avoir le prêt ou pas. Et un des éléments, c'est les polices que vous avez installées sur votre ordinateur. Quand on analyse la police, les polices de caractère, c'est entièrement automatique, c'est l'algorithme qui a décidé ça tout seul. Quand on regarde la police, on voit que c'est une police qui est utilisée pour les jeux en ligne. Et donc, les gens qui ont cette police-là utilisent des jeux en ligne et sont censés pas rembourser leurs prêts. Quelque part, est-ce que c'est pas objectif? Et vous êtes sûr de ça? Vous avez des données? Ah oui, je suis sûr de ça. L'exemple qu'elle vient de donner est vrai. Alors, il se peut qu'il y ait un surcroît d'objectivité, par exemple, par rapport à d'autres jugements humains qui pourraient être discriminatoires, etc., ou simplement votre tête ne revient pas à votre courtier d'assurance, pas de chance. Ça peut paraître plus objectif dans un certain nombre de cas, mais néanmoins, il se peut aussi que vous soyez pur faux positif, c'est-à-dire que vous, effectivement, vous avez cette police-là, vous jouez beaucoup, mais vous avez toujours remboursé vos prêts. Le problème avec l'automatisation, c'est que vous n'avez plus l'occasion
de rendre compte par vous-même de ce qui vous fait agir, ou de rendre compte par vous-même de vos propres propensions, de vos propres risques, etc. C'est pour ça que cette sorte de téléobjectivité dont je parlais tout à l'heure, elle est extrêmement dommageable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le régime européen de protection des données à caractère personnel, qui est actuellement en révision, prévoit un article dans lequel il est bien clairement marqué qu'une décision que les individus ne peuvent pas faire l'objet de décisions qui sont prises sur base exclusive d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Bon, là, il ne s'agit pas de données à caractère personnel, il faut arranger la loi pour ça, et qui doit avoir la possibilité de s'expliquer. Vous voyez ? À partir du moment où vous donnez la possibilité de s'expliquer, etc., en fait, l'intérêt pour l'assureur d'utiliser ce genre de dispositif qui coûte quand même cher disparaît. Si chaque assuré va quand même venir discuter le truc, oui, mais moi je joue à Game of Thrones, etc., mais c'est un bon jeu qui vous apprend à repayer vos dettes et tout, par exemple, vous voyez, vous imaginez. Alors le gain de temps, il est nul. Lionel, je t'en prie. Une série de questions pour Emmanuel. Alors, la médecine, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, me semblait-il, alors c'est peut-être mon point de vue français du coup, ça me paraissait un peu plus stable depuis assez longtemps que ce que vous disiez. Essentiellement, il est lié donc, au décryptage du génome autour de l'an 2000. C'est un terme qui naît en effet dans la nébuleuse du NIH, mais qu'on trouve chez Zeroni, qui est le prédécesseur de Collins, qui a plusieurs années, je crois, et avec sa fameuse médecine 4P. Donc dans les 4P, il y a le personnalisé. Et là, déjà, dans le personnalisé, il ne renvoie entre guillemets qu'au génomique, enfin ou du moins au génétique. Donc, ce qui est un problème d'ambiguïté qui fait qu'en français on l'a abandonné pour les motifs que vous avez dit, c'est-à-dire que les médecins généralistes disent oui, moi j'ai une relation personnalisée avec mon patient, donc je fais de la médecine personnalisée. Et puis les gens pensaient, mais d'ailleurs c'était même intéressant, à Gustave Roussy, on a fait toute une campagne de com sur la médecine personnalisée. On savait très bien qu'il y avait une ambiguïté, que les gens entendaient humanisation de l'hôpital, alors que pas du tout. Chez nous, ça voulait dire exome de la tumeur. Et c'était très bien parce que ça nous rapportait plus de sous. Donc, au bout d'un moment, quand même, on a dit non, on va arrêter avec ce mot-là, qui est un tout petit peu malhonnête, et qui produisait donc un risque pronostique. Quand est-ce que je vais avoir ma maladie, ou quel est le risque que j'ai la maladie, le BRCA1 de Angelina Jolie, et puis petit à petit, un risque prédictif. Si j'ai une mutation HER2, j'ai quand même beaucoup plus de risques ou de chances, dans ce cas précis, que tel médicament marche. Et c'est cette construction-là qui, du coup, s'est faite de façon assez délimitée, je dirais, et qui a fait que, chez nous, on a quasiment une superposition entre médecine de précision et médecine personnalisée. C'est juste que maintenant, précision, on le préfère, parce qu'on estime que l'ambiguïté avec personnalisé n'existe plus. Et la question, par contre, là où ça, et qui va peut-être nous rattacher avec notre deuxième conférencier, c'est que justement, la modélisation, et là je parle sous le contrôle de Maroisi, qui connaît ces sujets mieux que moi, la modélisation et la question du risque dans les essais cliniques, par exemple, fait qu'il y a des phases d'essai, et il y a des moments où si l'essai, puisque la preuve, c'est, on va dire, une preuve statistique à tant de volume, si on déduit qu'elle est trop coûteuse et que c'est la seule preuve qui est acceptée pour que le médicament soit accepté, on ne va pas développer le médicament. Un exemple qu'on connaît un petit peu, un médicament, une thérapie ciblée qui marchait très bien sur le poumon, on s'est dit mais si elle marche bien sur le poumon, sur la mutation génétique, elle pourrait marcher dans d'autres cancers, dans la localisation de cancer. Et en fait, on a appris récemment que oui, ça marche, mais pour faire la phase 3, qui demande 10 000 personnes et donc le budget qui va avec pour faire ça, c'est tellement coûteux par rapport à la population qui pourrait en bénéficier qu'on ne va pas le développer. Pas tellement parce qu'il ne marche pas, parce que faire la preuve de concept, la preuve d'efficacité selon les gold standards aujourd'hui de l'efficacité pour développer un médicament, c'est trop coûteux. Donc c'est même pas un problème de coût du médicament, c'est un problème de coût de la preuve de l'efficacité acceptée, normée et légale, c'est plutôt d'ailleurs du légitime que du légal, validé, qui empêche la prise de risque, en fait, empêche même un médicament dont tout le monde conduit que à la fois il n'est pas très cher et à la fois il marcherait, mais comme on ne peut pas le trouver de la même façon pour un taux de population, on ne prend même pas le risque. Donc voilà, c'est un peu ma... Je vous remercie beaucoup là, pour le point sur la médecine personnalisée. Je ne sais pas quoi dire, en fait, ça m'intéresse, je suis d'accord avec vous, je ne sais pas en fait.
Donc ça m'intéresse beaucoup que vous disiez ça, vraiment, sincèrement, c'est-à-dire que j'ai envie d'explorer plus et je sais pas couvrir. Voilà. En fait, ce dont je suis sûr, c'est que sur les données sur lesquelles j'ai travaillé aux États-Unis, il y a quand même cette dichotomie très claire et que les acteurs sont tout à fait clairement identifiés. J'ai même identifié des conflits entre eux, etc. Donc je sais que sur mon terrain américain, il y a cette dichotomie entre personnalisé et précision. Precision medicine and personalized medicine. Donc voilà, mais il est très possible que... Je ne suis pas assez avancé dans le terrain pour savoir si cette opposition est déplaçable. Je suis ravi de savoir, je vous crois sur parole, si vous dites que ce n'est pas le cas. Je pense que ça m'intéresse voilà, j'essaie. Pour la deuxième question, ce que j'avais compris aussi, c'est que c'était tout l'intérêt de la catégorie de maladies rares. À partir du moment où on pouvait démontrer qu'une maladie n'affectait pas plus de tant de personnes, N personnes, alors elle était déclarée comme rare, et qu'il y avait un mécanisme juridique qui faisait que, du coup, la définition de la chasse gardée d'un médicament quand il était déposé devenait plus large, et que donc les concurrents n'avaient pas le droit de s'approcher davantage de ces médicaments de maladies rares, donc, et que par conséquent, ça redevenait intéressant de développer des médicaments, même s'il y avait un faible... et que par exemple, le médicament contre le VIH, des médicaments qui aujourd'hui sont des blockbusters, ont été développés au départ, en fait, grâce à cette catégorie de maladies rares. Est-ce que nous, on considère aujourd'hui qu'il y a plus que tout le monde est une maladie rare, Ouais. puisque justement avec la définition par anomalie génétique de votre cancer du poumon modifié, Caras ou Gérard, enfin bon, les altérations génétiques sur lesquelles je suis pas un spécialiste, Ouais. fait qu'on n'a plus que des poules de malades de 20 000, de 10 000, de 5 000, etc. Donc cette méthode-là ne marche plus, et c'est pourquoi on a l'émergence des méthodes pour efficacité, de ce qu'on appelle les critères de substitution. Les critères de substitution, qui remplacent le gold standard des essais cliniques phase 3 qu'on arrivera de moins en moins à faire et qui sont de plus en plus chers et de plus en plus inutiles pour des populations de malades stratifiées, puisque c'est ça aussi un autre des synonymes de la médecine de précision, stratifiées par ces anomalies génétiques auxquelles vont se juxtaposer peut-être en immunothérapie les passways. On va croiser des catégories qui feront qu'on aura toutes les maladies seront orphelines et tellement elles toucheront des populations réduites avec des traitements pronostiques et diagnostiques particuliers. Et ça engendre une modification du droit ou je ne comprends pas qui est en train d'être modifié. C'est quoi ces critères de substitution? C'est la méthodologie de validité de ce qu'est-ce qui est... C'est-à-dire que David Norman, le gold standard, me semble-t-il, dans l'évaluation de l'efficacité d'un médicament dans un essai clinique, c'est la survie globale, ce qu'on appelle la survie globale. Et Lionel fait référence à des critères d'évaluation qui interviennent, qui permettent de juger bien avant, en amont, si vous voulez, par exemple ce qu'on appelle la survie sans progression, ou bien même la qualité de vie dans les essais qui seraient d'autres, ou la réponse, qu'on appelle aussi la réponse au traitement, la réponse de la tumeur. Alors je profite peut-être, est-ce que je peux poser une question? Non. Pardon. Non, je rigole. Non. Je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, c'était une blague. Excusez-moi, je ne suis pas ignorant, je n'ai pas pu le premier exposé. J'ai lu récemment avec beaucoup d'intérêt un article signé d'Antoinette Beaufroy. Et alors, par rapport à ce que j'ai entendu, moi j'ai envie de poser la question des possibilités, des formes que vous avez évoquées à la fin de votre exposé, une forme de résistance possible, d'émancipation, vous employez ce terme dans votre liaison, possible, rendu possible, face à ces formes de gouvernement, ces dispositifs algorithmiques de pouvoir, si tant est que la question qui pose, la question de la résistance et de J'ai une question complémentaire qui vous permettra peut-être d'aller plus loin. Vous dites que la gouvernementalité algorithmique, c'est un gouvernement sans gouvernant finalement. Et que fait-on des producteurs des algorithmes? Qui sont-ils? Que fait-on des marchands de données? Qui sont-ils?
Voilà, donc est-ce que vraiment on est dans l'immanence ou est-ce que finalement c'est simplement des façons de ne pas voir le gouvernement, un type, mais ça rejoint la question de... Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ce sont vraiment des grosses questions qui sont aussi les miennes. Donc, je vous remercie de me les avoir renvoyées. Bon, alors, moi, je n'utilise pas le mot résistance. J'utilise le mot récalcitrance parce que, pour moi, bon, peut-être que je vais en revenir de ça, mais la gouvernementalité algorithmique, selon moi, est une gouvernementalité pas du tout comme Foucault la décrivait, parce que dans la mesure où c'est une gouvernementalité sans négativité, c'est-à-dire qui ne génère pas en son sein de possibilités de négativité, dans la mesure où elle évite toute possibilité, toute occasion de subjectivation autant que d'assujettissement. Elle n'assujettit personne. Négativité, en fait, c'est une idée assez... chez Michel Foucault, qui dit, en gros, je caricature vraiment à la grosse louche, qui dit, en gros, que chaque fois qu'il y a un pouvoir qui s'exerce, d'ailleurs le pouvoir c'est un phénomène qui s'échange, etc., et si vous voulez, le pouvoir et sa résistance, ou la résistance au pouvoir, sont deux phénomènes qui sont complètement isomorphiques. Chaque pouvoir génère automatiquement de la résistance, si vous voulez. Et le pouvoir, donc, est un phénomène qui circule et qui ne s'impose pas nécessairement de haut. Tout le monde participe, si vous voulez. Et donc, cette idée de la résistance, pour moi, est évacuée dans le sens où il s'agit d'une gouvernementalité sans positivité. Dans ce sens-là, pas de gouvernement qui impose. C'est pas posé de l'extérieur. Il n'y a pas de transcendance, pas de normes qui s'imposent. C'est immanent. Et aussi sans négativité. Et donc, c'est pas à l'intérieur du numérique qu'on peut organiser la récalcitrance. Là-dessus, j'ai un désaccord assez grand avec, assez grand, mais qui est en train de se résoudre un peu avec Bernard Stiegler, qui lui pose que le numérique c'est un pharmacone, c'est à la fois le poison et le remède, et qu'il y a divers moyens de se ressaisir de ce poison pour en faire quelque chose d'autre. Là où je le rejoins progressivement, c'est quand il m'a suggéré qu'il y a des possibilités pour que cette automatisation, ce gouvernement algorithmique, puisse désautomatiser nos propres comportements. Dans la mesure où, par exemple, une façon de présenter les choses, c'est de se demander, mais que voit un algorithme, dans le fond ? Quelles sont les images que voit un algorithme ? À mon sens, l'algorithme il ne voit rien, parce qu'il n'y a pas d'image résiliente, tout bouge tout le temps, c'est des clignotements, il n'y a rien. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien. Il ne voit rien. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il défait nos images. C'est-à-dire qu'il défait toutes les catégories mentales à travers lesquelles on perçoit le monde. Et donc, il a aussi cette vertu, peut-être, de nous dérigidifier ou de dérigidifier notre appréhension du monde. On parle aujourd'hui de curiosité automatique, de découvertes dans les masses de données, de corrélations inouïes qu'on n'aurait pas pu imaginer et qui sont dans divers domaines extrêmement intéressantes. Vous voyez, donc il y a aussi cet aspect quand même que je commence à percevoir et qui me rend un peu moins dépressive, disons, de désautomatisation, bien qu'il n'y ait pas vraiment je ne crois pas par contre à la réappropriation de ces données. Déjà, l'idée de données qui nous appartiennent, moi je trouve ça absurde. Une donnée, c'est une production, et puis l'incertitude est une valeur sociale, ce n'est pas un coût. L'incertitude, c'est quelque chose dont nous avons vitalement besoin. En revenir à la notion de sujet, alors là, moi je plaide pour la reconceptualisation du sujet de droit, non plus un sujet dont le centre serait les capacités d'entendement et de volonté, le sujet libéral, etc., autoposé et tout ça. Tout le monde sait que ça c'est une fiction linguistique et il n'y a rien à regretter, pas de nostalgie à avoir. Au contraire, si les big data font exploser ça, c'est tant mieux. Par contre, repenser le sujet comme puissance, c'est-à-dire comme puissance aussi d'énonciation, comme capacité de rendre compte par lui-même de ce qu'il fait agir, même s'il n'a pas la possibilité de maîtriser ce qui l'a fait agir, cette capacité de rendre compte a posteriori, cette possibilité de se réapproprier des motivations qui ne nous ont pas été dictées par nous-mêmes, mais qui nous ont fait agir par la suite. C'est un peu je ne vais pas développer ça autre mesure, mais c'est aussi l'idée de l'autonomie, selon Gerald Dworkin, qui est un philosophe du droit américain. Il dit finalement, être autonome, c'est quoi ? Ce n'est pas décider entre ça et ça, ni me dire que je suis tout à fait maître, y compris de mes pensées, de mes rêves, etc., mais se dire a posteriori que j'ai la capacité de rationaliser
hein, de me retrouver dans mes gestes. C'est l'idée aussi d'Althusser, dans sa biographie posthume, complètement mélancolique. Vous savez, il avait tué sa femme, le pauvre Althusser, il a fait de fréquents séjours en hôpital psychiatrique, etc. Il a été privé de procès, et il l'a beaucoup regretté, bizarrement, parce qu'il n'a pas pu se retrouver dans son geste, alors que ce geste, il ne l'a pas voulu. Le pauvre Althusser ou la pauvre femme? Ouais, la pauvre femme, mais quand on lit, justement, je dis ça, c'est très ironique, parce que quand on lit L'avenir dure longtemps, il n'a jamais un regret par rapport au fait qu'il a tué sa femme. Il n'était pas responsable de ça. Et en fait, à l'époque, il y avait cette notion du non-lieu. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Et donc voilà, les trois avec mon collègue Thomas Berndt, on avait écrit un article dans Multitude il y a déjà très longtemps, où on invoquait 3 métadroits. C'est un mauvais terme, métadroit, mais dire qu'est-ce qu'il faut protéger, en fait, hein, indépendamment des droits, etc. Si on veut se dire encore en état de droit, hein, eh bien, c'est la capacité à se rendre compte et à rendre compte par nous-mêmes de ce qui nous fait agir. Et donc, tous ces dispositifs algorithmiques de marketing super intelligents qui nous précèdent, qui nous devinent, etc., ça devrait être illégal. Voilà. Sinon, on n'a plus affaire à des citoyens, on a affaire à des robots, hein, on a affaire à des gens qui sont téléguidés, et donc on peut pas. Ou alors il faut changer de système politique. Alors il faut se dire qu'on n'est plus en démocratie, hein, parce que voilà. Donc possibilité de rendre compte par soi-même ce qui nous fait agir et de se rendre compte. Je pense. Alors il y a une capacité à se faire oublier aussi, hein, l'art de se faire oublier, capacité d'oublier et de se faire oublier. Ça c'est quelque chose d'assez important. Et alors, il y a quelque chose qui me semble important aussi, qui est plus récent, c'est la nécessité de la justification de la décision. Quand bien même vous auriez pris une décision qui concerne quelqu'un sur base d'un système de recommandation automatisé, vous avez une obligation de justifier, autrement qu'en disant simplement c'est la machine qui... Voilà. Et ça rejoint tout à fait cette obligation ou cette capacité de rendre compte aussi. Donc, la capacité de se rendre compte et de rendre compte de ce qui nous fait agir, elle concerne tout aussi bien ceux qu'on appelle les gouvernants que les gouvernés. On est tous soumis à la même affaire. Hein. Est-ce que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je ne me sens pas menacé, moi, par les influences que je subis en tant que consommateur. Je veux dire, qu'on soit influencé en tant que consommateur, est-ce que c'est vraiment agir que de consommer? J'achète un bouquin sur Amazon et on m'en propose 2 autres, et parfois je clique et j'achète un bouquin de plus, et en effet j'ai été agi dans ces cas-là, mais est-ce que ça me pose vraiment un grave problème? J'ai du mal à me sentir vraiment menacé. Je veux dire, la publicité, il n'y a pas besoin de big data pour ça, il y a de la pub depuis longtemps, on achète plutôt Coca-Cola que pas Coca-Cola parce qu'on l'a vu à la télé. Tu crois vraiment que c'est un grand problème, ça? Le problème, il n'est pas exactement là. Je n'ai pas pu vraiment tout développer ici, mais je te remercie pour la question. Oui, c'est vrai qu'il y a des effets complètement triviaux. Il y a des effets complètement triviaux, ça, on s'en fout complètement. Voilà, qu'Amazon me recommande ça ou ça, peu importe. Le problème, c'est par exemple, si on avait à personnaliser votre environnement informationnel de manière à l'hyper-personnaliser. Hein. L'enjeu de l'hyper-personnalisation, c'est pas que vous êtes tant influencé que ça, mais c'est la disparition du commun, de l'expérience commune. Le fait de n'être plus confronté à quelque chose qui n'a pas été prévu pour vous. Or, la définition de l'espace public, à mon sens, c'est un espace dans lequel on est confronté à quelque chose qui n'a pas été prévu pour nous et qu'on doit construire en commun. Et donc c'est vrai, pour la recommandation d'une paire de chaussures, bon, on s'en fout. Mais c'est le même dispositif, ce sont les mêmes dispositifs qui vont être utilisés aussi dans les campagnes électorales, aussi, donc le marketing électoral peut être fait par ce biais-là, et là c'est déjà un peu plus sensible. Ça peut être fait, pour absolument tout, hein, ça peut permettre aussi de faire, et là c'est problématique, c'est ce qu'on appelle le dynamic pricing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir très précisément quelle est l'élasticité de ta demande individuelle par rapport à une variation du prix en fonction de ta trajectoire sur Internet. Et là ça pose d'autres problèmes en termes d'égalité d'opportunités, d'égalité tout court. Bon, quand il s'agit de nouveau de biens de consommation, parfois, ou de luxe, moi ça m'est égal que Dior fasse payer plus cher les dames qui consomment beaucoup de Dior et qui sont complètement droguées au Dior. Ça, je m'en fous. Mais si on fait payer plus cher le pain à ceux qui ont le plus faim, ça me pose question. Donc vous voyez, c'est une question vraiment de contextualisation.
Voilà. Mais cette hyper-personnalisation, et le fait que, en fait, il y a aussi cet enjeu-là, hein, quand nos désirs sont devinés par avance et qu'on n'a plus à s'adresser à autrui pour dire quels sont nos besoins ou nos désirs, il y a une sorte de clôture de l'individu sur lui-même et en fait une obsolescence ou une désertion de l'espace public parce que tout simplement on n'en a plus besoin. Je pense que l'espace public il n'existe que quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un manque. Et on est dans une industrie du gavage. On nous gave, on n'a pas de manque, et on reste chacun devant son écran. Ça pose question. Récemment, la Commission européenne a demandé à Google de s'expliquer sur la génération de ces pages, et notamment le classement suite à une requête. Est-ce que c'est pas là à identifier, pour reprendre ma question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, est-ce que ce n'est pas là identifier justement que la gouvernementalité algorithmique, ce n'est peut-être pas une gouvernementalité sans visage? Bon, alors, c'est sûr qu'il y a des cas où il bidouille la chose, hein, probablement. Ça reste difficile, en fait, ça reste difficile à objectiver parce que une des conditions de fiabilité de ces systèmes, c'est précisément que les individus ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et donc le secret fait partie de l'opérationnalité de la chose, en plus du fait qu'il y a le secret industriel et dans les cas d'application de sécurité, secret défense, etc. Donc c'est difficile à objectiver ça. Bon, bien sûr, il y a des êtres humains qui interviennent. Ils ont engagé massivement des psychologues sociaux, par exemple, des gens qui font de l'économie comportementale. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour affiner leur dispositif, etc. Et donc, ça rejoint la question des gouvernances en gouvernant réellement, qui sont les producteurs des algorithmes. Bien sûr, il y a des infrastructures, elles sont là, et c'est extrêmement physique, et c'est même extrêmement polluant. Hein, les data centers, etc., c'est une pollution sans nom, c'est terriblement polluant. Les composants sont produits à l'étranger, là où la main-d'œuvre coûte pas cher, donc c'est cannibale. On croit que tout ça c'est éthéré et que ça ne produit pas d'émissions de rien, que c'est immatériel. En fait, c'est cannibale. On mange de la chair de petits enfants qui fabriquent les processeurs ailleurs. Ben, c'est ça, hein, le monde numérique dans lequel on est. Donc il y a et ça, je pense vraiment qu'il faut faire une économie politique de ça. Enfin, il faut vraiment retracer ça. C'est pas une enquête que moi j'ai faite. C'est pas vraiment mon domaine, mais je pense qu'il y aurait à faire. Bon, gouvernance sans. Il y a des gens qui tirent profit, évidemment. Il y a du profit. Maintenant, quand je dis ça, il faudrait interroger Thomas Burns là-dessus, parce que lui a écrit un très beau petit livre sur gouverner sans gouverner, une histoire politique de la statistique. Je pense qu'il serait plus à même de vous répondre par rapport à ça. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça gouverne d'autant mieux que ça n'a pas l'air de gouverner. Et comme dit Grégoire Chamaillou, le gouvernement n'est jamais aussi présent que là où il se fait oublier. Et on est bien dans un mode de gouvernement qui est à tout le moins furtif. Voilà, d'accord. Mais il existe. Enfin, il existe, mais c'est pas du tout Big Brother centralisé, c'est totalement décentralisé. Oui, et donc il existe. Je ne sais même pas en fait s'il existe. Est-ce que c'est même pas certain que quelqu'un prenne la décision. Non, c'est ça. L'idée, c'est de se passer de la décision. Donc il n'est pas certain que quelqu'un prenne la décision. C'est toute la difficulté de contrer cette chose-là. C'est que l'autorité n'est plus assumée par aucune figure concrète, ça c'est certain. Il y a la notion même d'autorité, c'est-à-dire à la fois d'auteur, nous ne sommes même plus auteurs de nos profils, nous n'avons plus autorité non plus pour parler, hein, même en notre propre nom, et on nous gouverne de la même façon, d'une façon complètement creuse. Thomas Burns dit ça gouverne. Oui, ça gouverne. Voilà. Peut-être que c'est une meilleure formulation. Donc, Pauline, peut-être Pauline qui n'a pas encore posé de questions, ensuite Lionel. Vas-y. Deuxième tour. Bah, deux dernières questions. Excusez-moi. On parle effectivement de ce qui gouvernerait, et vous parlez de pas de résistance, mais de récalcitrance. Néanmoins, j'ai du mal à penser que en tout cas, la résistance n'existerait pas déjà et ne pourrait pas exister en forme de communauté. Vous donniez l'exemple de femmes au domaine, je dirais, des violences conjugales et qui pourraient hériter de leur propre assurance.
ça reste une communauté potentielle. On voit aussi des phénomènes de critique sociale aujourd'hui, simplement dans la globalité de cette culture numérique, au-delà de champs bibliothécaires, mais même des mouvements anti-technologiques. Et est-ce que cette résistance-là, c'est pas celle justement que vous cherchez, pourquoi on ne pourrait pas la nommer et penser qu'elle est celle qui va s'opposer à cette gouvernance sans nous, oui, je vous remercie pour cette question. Alors, récalcitrance, moi j'utilise... La différence entre récalcitrance et résistance, pour moi, elle est que la récalcitrance, c'est vrai, elle est plutôt en dehors. Elle est en dehors, elle n'est pas une réaction, si vous voulez. La récalcitrance, ça me vient de Boyan Menchev, qui est un philosophe assez intéressant, qui s'est beaucoup intéressé à Bataille notamment, qui dit qu'il y a une récalcitrance de la vie même à toute tentative d'organisation excessive. Ce qui veut dire que la récalcitrance, effectivement, elle n'a pas besoin d'être instituée. Elle est déjà là. C'est simplement que... elle ne compte pas, c'est-à-dire qu'elle a du mal à compter par rapport dans un monde où n'existe que ce qui est compté, que ce qui est numérisé. Elle a du mal parfois à se faire entendre. Alors, les résistances potentielles, je pense que les récalcitrances potentielles, elle peut s'organiser. Effectivement, elle doit être collective. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, sur les réseaux, je ne suis pas sûre. Là, il y a Zygmunt Bauman qui explique très bien que le réseau, ce n'est pas la communauté. Parce que la communauté, c'est quelque chose qui engage. Ou alors on peut prendre Esposito, moi j'aime assez sur sa notion de communauté, où il dit finalement la communauté c'est le mounous, c'est quand on doit quelque chose à la communauté. Or les réseaux, la particularité des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est jamais en dette envers quelqu'un, ni envers personne. D'ailleurs, moi je suis sur Facebook, quand il y en a un qui m'énerve un peu, je l'éjecte, c'est tout. Je ne me sens pas engagée, c'est très désengageant. En fait, j'ai assisté j'étais dans un jury de thèse récemment d'une personne qui défendait un peu cette même position et qui défendait le crowdworking, le crowdsourcing comme voilà, nouvelle manière de faire de la communauté, mais beaucoup mieux en fait, parce que moins dominant, parce que justement pas soumis à cette obligation de la communauté qui, quand on pense communauté, on pense toujours il y a nous et puis il y a les autres, ça fait un petit peu sectaire, etc. Non, c'est mieux quand on est désengagé. Moi, je dois dire que j'y crois pas du tout à une communauté désengagée. Bon, maintenant, c'est une question de croyance. Sur ce point, je voudrais rajouter quelques petits points de détail qui m'ont intéressé. Il y a une sociologue qui s'est amusée justement à vivre pendant une certaine période de temps complètement déconnectée de tous les réseaux et a refusé de participer entièrement. Enfin, elle a essayé de refuser toute participation à quelques réseaux numériques possibles. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, non seulement c'est très difficile, mais surtout, en fait, c'est très dangereux parce qu'elle se met de plus en plus à ressembler à un terroriste. Et elle est de plus en plus suivie par la police et que vraiment elle sent une grande menace. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu viens de le dire, résister vraiment complètement de l'extérieur, c'est quelque chose qui est assez peu possible. Mais je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure. Moi je pense que il y a vraiment des cas dont on parle dans la presse qui sont des cas des cas de résistance, qui posent vraiment problème. Et les breaching dont je parle, c'est-à-dire les gars qui réussissent à péter les systèmes de sécurité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en font après, je sais pas, c'est comme toujours les anarchistes, on ne sait pas ce qu'ils font, quoi. Mais, on ne sait pas s'ils font quelque chose de chouette ou s'ils font quelque chose de mal, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moyens de résistance clairs qui posent vraiment problème. Quand il y a un breach, un data breaching, il y a eu une véritable résistance. Ça ne s'est pas passé comme c'était prévu que ça se passe. Donc, moi, ça m'intéresse. Il y a une théorie sociologique qui s'appelle justement la théorie du breaching, qui consiste à se comporter... un breaching, c'est quand vous vous comportez de façon complètement étrange, de façon à ce que les règles de la vie sociale vous soient rappelées. Donc, par exemple, vous connaissez, non ? Vous connaissez peut-être, non ? Le breaching, c'est un sociologue américain qui s'appelle Garfinkel. Donc, par exemple, il rentre le soir à la maison et il se met à parler à sa femme comme si c'était une étrangère. Bonsoir madame, vous allez bien ? Oui, merci, je permettais que je me mette en bras de chemise, ça ne vous dérange pas, etc. Et il tient pendant une demi-heure. Et donc sa femme, au début, trouve ça rigolo, et puis au bout d'un moment, on lui dit non mais... Un mari, ça se comporte pas comme ça. Un mari, ça se comporte, ça tutoie sa femme. Enfin, c'est un Américain, mon exemple est très mauvais. Mais là, tu vas la norme. Là, tu obliges à sortir du bois. Et voilà, exactement. Et là, ce qu'ils font, ces gars-là, c'est qu'ils font ça. Ils nous expliquent,
c'est très utile parce que quoi qu'ils fassent, en tout cas de l'usage de leurs données, en tout cas, ils mettent au jour quelles sont les règles attendues du big data et qu'est-ce que c'est que de les contrevenir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, quoi. Voilà. Par contre, moi, je pense que s'attaquer aux artefacts, je pense que c'est pas très utile. Hein. D'abord, c'est illégal, donc vous risquez des gros problèmes. J'ai parlé dans des audiences où les gens disaient « Ouais, alors on va aller casser les data centers. C'est où la faille? Par où on rentre ?» Bon, ça, c'est pas vraiment... En plus, c'est une rationalité. Ce n'est pas un ensemble d'artefacts. Vous cassez l'artefact, vous n'avez rien fait du tout. Je pense que tout ça et la gouvernementalité algorithmique dans son ensemble n'est pas une cause. C'est un symptôme de quelque chose qui se produit ailleurs. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est que ça ne se produit pas là. C'est la renonciation à gouverner. Et je pense qu'une manière d'être récalcitrant, c'est de demander des comptes. Demander des comptes aux gouvernants. Parce qu'ils renoncent à gouverner, en fait. Il y a une obligation de gouverner. C'est pas seulement un privilège de gouverner, c'est une obligation. Et aujourd'hui, ça ne gouverne... Ça laisse gouverner, mais ils ne gouvernent plus beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de décisions qui pourraient les engager. Il y a le discours vrai en politique, vous l'entendez plus beaucoup. Hein. La parésia, le type qui prend des risques vraiment en disant sa vérité, tout ça, comme chez Foucault, ça ne s'entend plus jamais. Hein. Donc, moi, je crois aussi beaucoup à la jurisprudence, beaucoup plus qu'à la loi. Ouais. Je crois qu'il faut multiplier les cas de jurisprudence, c'est-à-dire qu'il faut aller en justice et faire des actions collectives quand c'est possible, parce que justement le juge, lui, il tranche. Vous voyez, ça peut être informé, mais on n'est pas au courant. La plupart du temps, le problème, c'est le secret dans tout ce système. La plupart du temps, tous ces algorithmes, tous ces systèmes d'analyse, vous ne savez pas du tout qu'ils sont là, et comment ils fonctionnent, et ce qu'ils ont trouvé sur vous. En médecine, ne le savant pas. Non, mais justement, ça, vous n'avez pas besoin de lui demander. Alors, moi, j'ai imaginé un petit dispositif un peu technique, juridique, d'inversion de la charge de la preuve, tout simplement. C'est-à-dire qu'en droit, on a, par exemple, pour lutter contre les discriminations, il y a un système, on vous protège non seulement contre les discriminations directes, mais aussi les discriminations indirectes, c'est-à-dire des discriminations, des décisions à votre égard qui, sans être fondées sur le fait que vous appartenez à une catégorie protégée, c'est-à-dire vous avez une origine ethnique, ceci, ou c'est une décision qui n'est pas fondée sur votre origine ethnique, ni sur votre genre, ni sur vos croyances religieuses, vos opinions politiques, etc. Bien que ce ne soit pas fondé explicitement là-dessus, la décision a pour effet de vous discriminer quand même. Alors, normalement, la charge de la preuve en cas de suspicion de discrimination indirecte, elle incombe à celui qui se plaint. Moi, je pense que quand une décision est prise sur base d'un système d'une recommandation automatisée, par exemple, eh bien, la charge de la preuve de l'absence totale d'effets discriminatoires doit appartenir à celui qui prend la décision. Alors ça va avoir un effet très dissuasif sur l'usage de ces dispositifs automatiques d'aide à la décision, parce que ça va demander finalement à par exemple, l'employeur d'aller voir son informaticien, lui demander comment ça fonctionne, ça, puis lui il va dire je ne sais pas du tout, et puis il va remonter la chaîne, etc., pour finalement dire que ma décision, elle n'est pas justifiable, elle n'est pas justifiée. Il faut que je trouve un autre motif de ne pas vous employer ou de vous virer. Ou de ne pas vous promouvoir, et il va être obligé de sortir du bois là aussi. Il va dire votre tête ne me revient pas, ou bien il va être obligé, et c'est mieux qu'il dise ça parce qu'au moins ça se voit. Sur le problème du secret, en fait, ça c'est aussi d'ailleurs un problème de récalcitrance, de résistance. C'est tout le mouvement de l'open data. L'open data est un mouvement très intéressant. En tout cas, le but de l'open data, c'est de demander à l'État, pour l'instant, mais pourquoi pas les grandes entreprises, qu'elles rendent publiques les données sur lesquelles elles travaillent, ces grosses bases de données, et que chacun puisse avoir accès à ces grosses bases de données, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, pour pouvoir évaluer les différents services publics. Alors c'est très intéressant, d'ailleurs, c'est un mouvement intéressant, parce que justement, qui sont les acteurs de l'open data? C'est deux types d'acteurs complètement différents, et qui se rejoignent dans un intérêt commun étrange. C'est d'une part les grandes entreprises, par exemple les grandes entreprises, les assureurs, comme tu disais, les assureurs ou les grands laboratoires de médicaments veulent avoir des informations, parce qu'ils peuvent évidemment s'en servir. Et il y a aussi des mouvements citoyens, disons, beaucoup plus citoyens, du genre, chaque citoyen doit avoir accès à son propre dossier. Donc ça, c'est assez intéressant.
mais c'est aussi des mouvements sociaux, disons, qui essayent de reprendre la main sur le secret dont vous parliez en termes d'État. Je pense qu'il est 20h45 en clôture là. Merci beaucoup à nos deux invités. Je peux passer les applaudir. Et nous nous retrouvons pour la dernière séance de notre séminaire le 21 mai. Voilà, merci. Il y en a qui suivent le 21 mai, bien sûr. Ça m'intéressait d'en parler parce que vraiment,